Chunk 1. C'est comme un singe en chaleur sur les bords d'un parallèle. Joan Rivers a fait la fortune de Johnny Carson. Elle a sauvé son émission lorsque les audiences ont chuté. Elle était son animatrice invitée permanente. Puis, en 1986, elle a raconté une blague qui a tout changé. Le visage de Carson s'est glacé. En quelques jours, elle a été bannie du Tonight Show pour toujours. Pendant 28 ans, son nom n'a plus jamais été mentionné. L'interdiction a survécu à Carson lui-même. Ce qu'elle a dit ce soir-là ne le concernait même pas, mais cela lui a tout coûté. La plus grande querelle d'Hollywood a commencé avec 10 secondes de comédie. Joan Rivers est née Joan Alexandra Molinsky le 8 juin 1933 à Brooklyn, New York. Ses parents, Beatrix et Meyer Molinsky, étaient des immigrants juifs russes qui essayaient de construire une vie meilleure. Meyer était un médecin respecté, mais ce qui le distinguait vraiment, c'était son esprit vif. Cet humour aigu emplissait leur maison et Joan l'a absorbé dès son plus jeune âge. Dans le monde difficile du Brooklyn des années 1930, le rire est devenu le moyen de faire face de leur famille. Pour Joan, l'humour n'était pas qu'un simple divertissement. Il est devenu un bouclier, une arme, et, finalement, son plus grand don. Enfant, Joan avait du mal avec son poids. Dans un monde où la minceur était louée, elle se sentait déplacée. Mais au lieu de se cacher de cette douleur, elle l'a utilisée. Elle se tenait sur scène et plaisantait sur les désastres des régimes et le sentiment d'être une étrangère. Le public riait, mais plus que cela, il voyait une femme assez courageuse pour dire ce qu'il ressentait à l'intérieur. Dans les années 1960, alors que les femmes dans la comédie étaient rares, l'honnêteté de Joan a brisé les barrières. Elle a montré qu'il était acceptable de rire de nos défauts. Et, ce faisant, elle a ouvert des portes aux générations futures. L'éducation de Joan était impressionnante. Elle a obtenu son diplôme du Barnard College en 1954, avec un diplôme en littérature anglaise et en anthropologie, mais elle portait également un secret. Elle affirmait souvent avoir obtenu son diplôme summa cum laude et faisait partie de Phi Beta Kappa. Ces affirmations n'étaient pas vraies. Pourtant, elles reflétaient quelque chose de plus profond. Chunk 2. La pression d'être prise au sérieux dans un monde qui ne respectait pas toujours les femmes, en particulier dans le divertissement. Joan voulait faire ses preuves, même si cela impliquait de tordre la vérité. Changer son nom de Joan Molinsky en Joan Rivers n'était pas seulement une question de sonorité. Il s'agissait de survie. Son agent, Tony Rivers, l'a suggéré, et Joan savait que c'était la bonne décision. Un nom comme Rivers était plus facile à retenir, plus facile à réserver et moins susceptible de faire face à des préjugés. Avec ce nom, elle est montée sur les scènes des boîtes de nuit new-yorkaises et a fait en sorte que les gens l'écoutent. Joan Rivers n'était pas juste une autre comique. Elle était audacieuse, intrépide et inoubliable. Mais le succès n'est pas venu rapidement. Joan a passé 7 longues années à se produire dans de petits clubs enfumés à Greenwich Village. Du milieu des années 1950 au début des années 1960, elle a fait face à des rejets après des rejets. Beaucoup de soirs, elle a été huée hors de la scène. Les propriétaires de clubs ne croyaient pas qu'une femme pouvait réussir dans le stand-up. Elle gagnait peu ou rien, mais elle a continué. Ces années difficiles ont aiguisé son humour et renforcé son esprit. Quand elle a finalement percé, elle ne l'a pas fait seulement pour elle-même. Elle a prouvé que les femmes pouvaient prospérer dans les salles les plus difficiles de la comédie. Sa grande chance est venue grâce à un allié inattendu. En 1965, après 7 auditions ratées, Joan a finalement eu sa chance au Tonight Show. Bill Cosby l'avait vu se produire et a poussé les producteurs à lui donner une chance. « Elle ne peut pas être pire que le type que vous aviez hier soir », a-t-il plaisanté. Le 17 février, Joan est apparue pendant les 10 dernières minutes de l'émission, le créneau que personne ne voulait, mais elle l'a transformé en or. Johnny Carson a déclaré « Tu vas être une star ». Du jour au lendemain, tout a changé.
Les offres ont afflué et Joanne a fait 9 autres apparitions dans l'émission la même année. Le lien de Joanne avec le Tonight Show s'est renforcé. En 1983, elle est entrée dans l'histoire en devenant la première femme à devenir animatrice invitée permanente. Pendant des décennies, la télévision de fin de soirée avait été un monde d'hommes. Mais Joanne est intervenue, a dominé la scène et a prouvé qu'elle avait sa place. Elle a inspiré les femmes du monde entier à viser plus haut. Pourtant, Joanne a toujours soupçonné que NBC lui avait confié ce rôle parce qu'il la considérait comme sûre, sans menace, pour Carson. Chunk 3. Cette erreur de calcul a joué en faveur de Joanne. Pendant 2 décennies, Joanne est apparue au Tonight Show près de 100 fois. Elle a fait rire les gens des célébrités, de la politique et d'elle-même. Sa voix est devenue partie intégrante de la culture américaine et son style intrépide a ouvert la voie à d'autres. Le premier mariage de Joanne River a été comme un rêve qui s'est transformé en cauchemar en un temps record. En 1957, elle a épousé James Sanger, héritier de la fortune du magasin de vêtements Bond. Sur le papier, cela semblait parfait, mais la vérité est apparue rapidement et a frappé fort. Sanger avait caché un fait crucial. Il ne voulait pas d'enfant. Joanne avait toujours rêvé d'être mère. Ce secret ressemblait donc à une profonde trahison. Le mariage a duré à peine 6 mois. En 1958, il a été annulé. Joanne a plaisanté plus tard en disant qu'il avait duré 6 mois de plus qu'il n'aurait dû. Ce court mariage n'a pas brisé son esprit. Il l'a poussé à recommencer. Elle est rentrée chez elle, a examiné attentivement sa vie et a décidé de poursuivre quelque chose de nouveau. Cette décision l'a lancée dans le théâtre et la comédie, changeant sa vie à jamais. En 1965, Joanne a épousé Edgar Rosenberg. Pour le public, il semblait être l'équipe créative parfaite. Mais en privé, Joanne était honnête au sujet de choses que la plupart des gens auraient gardées secrètes. Dans une interview accordée à Howard Stern en 2012, elle a admis avoir eu des liaisons pendant le mariage. Elle a parlé d'une aventure d'une nuit avec Robert Mitchum dans les années 1960, juste après leur apparition ensemble au Tonight Show. En 1971, lors de sa tournée de Fun City à Broadway, elle a déclaré avoir eu une liaison intense avec Gabrielle Dell. C'était si sérieux qu'elle a quitté Edgar pendant quelques semaines. Elle a même plaisanté, bien que personne ne sache à quel point c'était vrai, au sujet de flirts avec Johnny Carson et John F. Kennedy. Les gens ont été choqués. Son ouverture a brisé l'image de l'épouse fidèle et a montré à quel point son monde privé était compliqué. Chunk 4. Et Joanne, toujours la comique, a même transformé ses liaisons en partie de son numéro. Mais la réinvention de Joanne a commencé bien avant la célébrité. À seulement 8 ans, elle a créé un alter ego. Elle s'appelait J. Sandra Meredith. Ce n'était pas qu'un simple jeu. En grandissant sous le nom de Joanne Molinsky à Brooklyn, elle se sentait moins bien que sa sœur aînée. Les paroles dures de sa mère sur son apparence l'ont profondément blessée. J. Sandra Meredith était le moyen pour Joanne de s'échapper. Cette nouvelle version d'elle-même était tout ce qu'elle voulait être. Belle, confiante et talentueuse. Cette création précoce a montré comment Joanne passerait sa vie à remodeler son image, que ce soit par la comédie, la chirurgie ou l'ambition. Le besoin d'être acceptée, d'être elle aimée, l'a conduite jusqu'au sommet. Ce même besoin a parfois conduit Joanne à exagérer la vérité. Elle affirmait souvent avoir obtenu son diplôme summa cum laude du Barnard College et faisait partie de Phi Beta Kappa. Ni l'un ni l'autre n'était vrai. Elle a obtenu son diplôme, oui, mais sans distinction. Et elle n'a jamais fait partie de Phi Beta Kappa. Elle a également raconté une histoire folle sur un baiser partagé avec Barbara Streisand dans la pièce Driftwood. Mais les biographes ont souligné qu'elle n'était même pas sur sa scène en même temps. Les inventions de Joanne n'étaient pas inoffensives. Elle faisait partie de son plan pour construire une image plus grande et plus audacieuse dans un monde où les apparences comptaient plus que tout. Dès son enfance, Joanne a lutté contre son poids.
Les comparaisons cruelles de sa mère l'ont hanté. Au fur et à mesure qu'elle devenait célèbre, la pression pour paraître parfaite n'a fait qu'augmenter. Joanne a eu recours à la chirurgie plastique à maintes reprises. De son propre aveu, elle s'est fait refaire le nez, les seins, le ventre, les lèvres, les yeux et les bras. Le Botox est devenu une routine. Après le suicide d'Edgar en 1987, la lutte de Joanne s'est intensifiée. Elle a développé la boulimie, un secret qu'elle a caché pendant des années. Dans son livre, elle a écrit avec un humour noir sur le fait de se rendre malade, essayant de faire face par le rire. Mais derrière les blagues se cachait une réelle douleur. Chunk 5. Sa bataille avec son image corporelle n'a jamais vraiment pris fin. En 1986, Fox est venu frapper à sa porte avec une offre qui semblait trop belle pour être vraie. Il voulait que Joanne anime sa propre émission de fin de soirée. L'accord valait 15 millions de dollars sur 5 ans, plus de 40 millions de dollars en argent d'aujourd'hui. C'était historique. Aucune femme n'avait jamais eu cette chance et Fox a promis d'embaucher Edgar comme producteur. Joanne n'a pas pu résister. Mais il y avait un piège. Edgar l'a exhorté à ne pas parler de l'accord à Johnny Carson. Il craignait que Carson ne la coupe avant même que l'émission de Fox ne soit diffusée. Joan a écouté, espérant protéger son avenir. Mais le plan s'est retourné contre elle. Carson s'est senti trahi lorsqu'il a appris la nouvelle par la presse. Il ne lui a plus jamais parlé. L'amitié était terminée et Joanne a été bannie du Tonight Show pendant près de 30 ans. L'accord avec Fox avait été conclu en secret. Joanne était terrifiée. Elle ne faisait pas entièrement confiance à Fox et elle ne voulait pas mettre Carson en colère avant que l'accord ne soit finalisé. NBC l'avait déjà snobé pour le poste de Carson, alors elle se sentait piégée. Quand elle a finalement essayé de joindre Carson, il n'a pas pris son appel. Au moment où la nouvelle a éclaté, il était trop tard. Le mal était fait. La colère de Carson ne concernait pas seulement le mouvement commercial. Joanne pensait que c'était plus profond. Elle pensait que Carson sentait qu'il lui appartenait parce qu'il l'avait découverte. Il ne pouvait pas accepter qu'elle ose le quitter, surtout en tant que femme. Alors que les comics masculins qui partaient obtenaient sa bénédiction, Joanne était exclue. La querelle est devenue légendaire. Les invités de premier plan, qu'elle considérait comme des amis, ont disparu. Chunk 6. Les téléphones ont cessé de sonner. Les tapis rouges ont été enroulés et retirés. Tout le monde savait pourquoi. Carson régnait sur la télévision de fin de soirée comme un roi, et il a clairement fait savoir que quiconque osait apparaître dans l'émission de River ne serait plus jamais le bienvenu au Tonight Show. Ce n'était pas seulement une menace, c'était un ordre, et Hollywood a obéi. Rivers a regardé avec choc les personnes en qui elle avait confiance lui tourner le dos par loyauté ou par peur. Son émission a été lancée en grande pompe, mais les chaises vides où les célébrités auraient dû être ont rendu le sabotage douloureusement évident. Les dégâts ne se sont pas arrêtés là. Certaines filiales de Fox ont refusé de diffuser son émission. Ces stations locales ne faisaient même pas partie de NBC, mais l'emprise de Carson était si puissante qu'elle craignait ce qui se passerait si elle le contredisait. Elle craignait de perdre leur lien avec le Tonight Show ou de manquer les offres promotionnelles de NBC. En conséquence, l'émission de Rivers a eu du mal à être diffusée dans certaines parties du pays. Les lacunes dans la couverture ont anéanti ses audiences avant même qu'elle ait une chance. En coulisses, Fox a commencé à se retourner contre elle, elle aussi. Seulement 7 mois après ce contrat massif, ils ont exigé qu'elle licencie son mari, Edgar Rosenberg, qui était le producteur de l'émission. Ils l'ont blâmé pour les problèmes de l'émission. Mais Rivers a refusé. Edgar n'était pas seulement son producteur, il était son mari, son partenaire. Elle ne le trahirait pas, le réseau s'en fichait. En mai 1987, ils les ont tous les deux licenciés, et le coup qui a suivi a été encore plus cruel. 3 mois après avoir perdu l'émission, Edgar s'est suicidé. Rivers était brisée. Le travail pour lequel elle s'était battue avait détruit à la fois sa carrière et sa vie personnelle. Ces mots l'ont dit le mieux. Ma carrière était aux toilettes.
j'avais perdu mes contrats à Vegas. Carson et NBC avaient publié une si mauvaise publicité à mon sujet. Chunk, 7. J'étais une paria. Personne ne voulait la réserver. Personne ne répondait à ses appels. Son nom a été effacé du Tonight Show. Ses albums ont été retirés. Son image a été effacée. Même après la retraite de Carson en 1992, l'interdiction a persisté. Pendant 22 années de plus, elle n'a pas été autorisée à s'approcher de l'émission, qui avait autrefois fait d'elle une star. Ce n'est qu'en 2014 que Jimmy Fallon l'a invitée à revenir, mettant fin à des décennies de silence. Le 14 août 1987, le monde de Joan Rivers s'est effondré. Son mari, depuis 22 ans, Edgar Rosenberg, a été retrouvé mort dans une chambre d'hôtel à Philadelphie. Il avait 62 ans. Edgar s'était suicidé. À peine 3 mois plus tôt, lui et Joan avaient été licenciés de Fox après l'échec de The Late Show, mettant en vedette Joan Rivers. Cette émission avait tellement compté pour Joan. Elle était censée changer la télévision de fin de soirée pour toujours. Edgar avait toujours été son rock, son ami le plus proche et l'homme qui s'occupait de tout en coulisses. Mais il souffrait en silence. Après une crise cardiaque en 1944, sa santé ne s'est jamais vraiment rétablie. Les médicaments, le stress et la honte d'avoir perdu son emploi l'ont poussé plus profondément dans la dépression. Il a laissé derrière lui des cassettes pour Joan, leur fille Melissa, âgée de 19 ans, et son partenaire commercial. Dans ces enregistrements, il a essayé d'expliquer pourquoi il se sentait comme un fardeau. La nouvelle a frappé Joan comme un éclair. Elle avait parlé à Edgar la veille. Il avait parlé de livres, de dîners et même de projets de retour à Los Angeles. Il n'y avait eu aucun signe de ce qu'il prévoyait. La première dame Nancy Reagan a appelé Joan personnellement. Elle a aidé à prendre des dispositions pour ramener le corps d'Edgar à la maison. La douleur était accablante et les médias ne la laissaient pas tranquille. Joan était brisée, confuse et plus seule qu'elle ne l'avait jamais été. Chunk, 8. Mais le cauchemar ne s'est pas arrêté là. Après la mort d'Edgar, Joan a découvert toute l'étendue de leur ruine financière. Edgar avait tout perdu à cause de mauvais investissements. Joan n'était pas seulement fauchée, elle devait 37 millions de dollars. C'était difficile à croire. Pendant des années, elle avait fait confiance à Edgar avec leur argent pendant qu'elle se concentrait sur son travail. Maintenant, elle a appris qu'elle ne possédait même plus son propre nom. Des partenaires commerciaux impitoyables avaient volé le contrôle de sa marque et vidé l'argent de l'entreprise. À 54 ans, Joan n'avait d'autre choix que de vendre son manoir Bahir bien aimé. Cette maison, cette 500 pieds carrés de souvenirs, s'est vendue pour plus de 5 millions de dollars. C'était une maison qu'elle et Edgar venaient de rénover ensemble. La honte était profonde. Joan ne pouvait même pas vendre ses bijoux. Elle ne pouvait pas apparaître à la télévision sous son propre nom. L'un des hommes qui l'ont volé a finalement été emprisonné, mais le mal était fait. Joan serait hantée par les dettes pour le reste de sa vie. Le poids du chagrin et de la ruine financière a failli l'écraser. Dans ces mois sombres après la mort d'Edgar, Joan a atteint son point de rupture. Elle était assise seule dans ce manoir vide, avec une arme à feu posée sur ses genoux. La maison qui résonnait autrefois de rire ressemblait maintenant à une tombe. Les téléphones sont restés silencieux. Les invitations ont cessé. Les amis ont disparu. Même Melissa a gardé ses distances. Joan se sentait invisible. Elle a dit plus tard « J'étais une paria, une non-personne. À un moment donné, j'ai pensé « Quel est l'intérêt? C'est stupide. » L'idée d'y mettre fin semblait être la seule issue. Le chagrin, la honte, l'isolement. Chunk 9. C'était trop lourd à supporter. Et puis, quelque chose d'inattendu s'est produit. Le chien de Joan, Spike, son petit Yorkshire terrier, a sauté sur ses genoux. Il s'est assis directement sur le dessus de l'arme. Ce petit chien loyal a sorti Joan de son désespoir. Elle l'a regardé et a pensé « Personne ne s'occupera de lui si je ne suis plus là. » Spike n'était même pas amical avec qui que ce soit d'autre. Il était sien jusqu'au bout.
Ce moment, aussi petit qu'il paraisse, lui a sauvé la vie. Joanne a posé l'arme. À partir de ce jour, elle a parlé ouvertement de son moment le plus sombre. Elle a dit aux gens que même dans les pires moments, il faut s'accrocher. Parfois, les plus petites raisons, comme un animal de compagnie qui a besoin de vous, peuvent vous maintenir en vie. Son histoire a donné de l'espoir à d'autres qui se sentaient perdus. Mais la douleur dans la vie de Joanne ne s'est pas arrêtée à la mort d'Edgar ou au problème d'argent. La perte a également déchiré son lien avec Melissa, à 19 ans. À 19 ans, Melissa se noyait dans le chagrin et la colère. Elle a blâmé Joanne pour ce qui était arrivé à son père. Les deux ne se sont pas parlé pendant près d'1 an. Les deux étaient trop brisés pour s'aider mutuellement. Joanne le savait. Elle a dit plus tard, « Melissa m'a blâmé, mais elle n'allait pas le dire, près du cercueil. » Le silence entre elles était rempli de douleur. Ce qui les a finalement rapprochés, c'est une autre crise. Melissa s'est retrouvée dans une relation abusive. Quand elle a appelé Joanne à l'aide, Joanne n'a pas hésité. C'était le début de leur guérison. Ensemble, elles ont surmonté la douleur. Plus tard, toutes les deux sont devenues des défenseurs de la prévention du suicide. Melissa est devenue coprésidente de Dee Hirsch Health Mental Services and Suicide Prevention. Elles ont partagé leur histoire pour lutter contre la stigmatisation du suicide et pour aider les autres. Joanne Rivers avait tout, puis l'a perdu presque du jour au lendemain. Chunk 10. En 1997, son émission de fin de soirée sur Fox s'est effondrée et son mari, Edgar Rosenberg, s'est suicidé. Joanne s'est retrouvée dévastée et seule. Le même Hollywood qui l'avait autrefois célébrée lui a maintenant tourné le dos. Johnny Carson et NBC ont fait en sorte qu'elle soit traitée comme si elle n'existait pas. Joanne a appelé cette période sa mort professionnelle. Elle est passée des spectacles complets à Vegas et de l'animation invitée du Tonight Show à supplier pour avoir du temps de scène dans de minuscules clubs de comédie. La douleur était insupportable. Certains soirs, elle essayait de plaisanter sur la mort d'Edgar, mais elle était huée hors de la scène. Pourtant, elle a continué. Spectacle après spectacle, elle a affronté l'humiliation et l'a utilisée pour alimenter son numéro. Les gens ont appelé cela sa tournée de veuve joyeuse et cela l'a presque brisée. Mais cela l'a aussi rendue plus forte. Elle a fait ce qu'aucune autre comique n'osait faire. Elle a transformé sa plus profonde tragédie en comédie et ce courage allait mener à un retour incroyable. Mais derrière les blagues acerbes, Joanne cachait un terrible secret. Elle luttait contre la boulimie, la pression de paraître parfaite, le chagrin du suicide d'Edgar et le rejet qu'elle ressentait l'ont entraînée dans un cycle dangereux. À la fin des années 1980, elle ne mangeait parfois que des bonbons à la menthe, faisant semblant de manger pendant les dîners pour que personne ne le sache. Elle a admis plus tard que la boulimie lui donnait un faux sentiment de contrôle à un moment où sa vie semblait brisée. Ce n'était pas seulement le trouble de l'alimentation. Elle a également lutté contre une dépression si profonde qu'elle a envisagé de mettre fin à ses jours. Mais Joanne s'est battue. Elle a obtenu de l'aide. Et quand elle en a parlé, elle a aidé à briser le silence autour de la santé mentale et des troubles de l'alimentation à une époque où peu osaient faire. En 1989, Joanne a choqué tout le monde. À peine 2 ans après son point le plus bas, elle a lancé le Joanne Rivers Show. Ce n'était pas de fin de soirée, c'était de la télévision de jour. Mais c'était la sienne. L'émission a duré de septembre 1989 à décembre 1993. Ce fut un succès. Joanne a même remporté un Emmy de jour pour la meilleure animatrice de talk show en 1990. Chunk 11. La femme qu'Hollywood a essayé d'enterrer était maintenant une star de jour. Elle a prouvé qu'elle pouvait faire plus que survivre. Elle pouvait gagner. Puis, en 1994, Joanne et sa fille Melissa se sont attaquées au tapis rouge. Ce que d'autres considéraient comme un travail ennuyeux, Joanne l'a transformé en or pur. Elle a posé la question qui est devenue légendaire. Qui portez-vous? Son style audacieux, drôle et non scénarisé a fait du tapis rouge un événement incontournable.
Avec Melissa, elle a changé à jamais la couverture des cérémonies de remise de prix. Les gens n'en avaient jamais assez. Joanne est devenue la reine du tapis rouge. Et ce qui a commencé comme un pari est devenu une industrie de plusieurs milliards de dollars. Et Joanne n'avait pas fini. En 1990, elle a lancé la collection Joanne Rivers Classics sur QVC. Beaucoup pensaient que ce n'était qu'un autre boulot secondaire de célébrité. Ils avaient tort. En 24 ans, sa ligne a vendu pour plus d'1 milliard de dollars de bijoux. Joanne a gagné environ 250 millions de dollars avant impôt. Elle n'a pas simplement apposé son nom sur les produits, elle a aidé à les concevoir, inspirée par sa propre collection et ses voyages. Ses apparitions sur QVC sont également devenues légendaires. Les gens se sont connectés non seulement pour les bijoux, mais aussi pour l'esprit et la chaleur de Joanne. L'entreprise lui a permis d'acheter un penthouse de style Versailles à Manhattan rempli d'un décor scintillant de l'âge d'or. Elle a plaisanté en disant que c'était là que Marie-Antoinette aurait vécu si elle avait eu de l'argent. Ce qui rendait cela encore plus incroyable, c'est que Joanne a construit cet empire dans ses 60 et 70 ans, en commençant alors qu'elle avait une dette de 37 millions de dollars. Joanne Rivers n'a jamais eu peur de se transformer en une blague. L'une de ses répliques les plus célèbres était « J'ai subi tellement de chirurgie plastique que lorsque je mourrai, ils donneront mon corps à Tupperware. » C'était drôle, mais cela montrait aussi comment elle utilisait l'humour pour affronter les choses dont les gens ne voulaient pas parler. Joanne n'a pas seulement admis avoir subi des interventions, elle en a fait partie de ce qu'elle était. Quand d'autres se cachaient derrière de faux sourires et des mensonges sur le vieillissement, elle se tenait sur scène et en riait. Cette blague est devenue un symbole de la façon dont elle a exposé l'obsession d'Hollywood pour la jeunesse et la beauté, et de la façon dont elle a osé dire ce que les autres ne diraient pas. Chunk. 12. La chirurgie plastique de Joanne n'était pas seulement une blague, c'était réel et c'était sans fin. Elle a dit elle-même qu'elle avait subi 739 interventions. Ce nombre semble presque impossible, mais Joanne en parlait comme quelqu'un qui énumère des voyages chez le coiffeur. Botox, rhinoplastie, lifting des yeux, liposuction, lifting du visage, réduction mammaire. Elle les a tous nommés. Cette obsession venait du plus profond d'elle-même. Joanne a grandi en ayant l'impression de ne pas être assez jolie. Sa mère la critiquait. Sa sœur, disait-elle, était la plus jolie et la plus intelligente. Les chirurgies étaient c'est sa façon de lutter contre ses sentiments. Elle a même dit à Barbara Walters qu'il ne s'agissait pas de vanité. Elle a dit « Nous sommes dans une société où l'apparence compte. » Et toutes les belles femmes mentent et disent « Je n'ai rien fait et c'est tellement injuste. Je veux juste que les femmes sachent que c'est normal. Faites-le. » Elle a transformé son visage changeant en armure et en a fait partie de son histoire. Mais l'audace de Joanne ne s'est pas arrêtée au fait de se moquer d'elle-même. En août 2014, elle a fait les gros titres pour quelque chose de beaucoup plus sombre. Un journaliste lui a dit que près de 2000 Palestiniens étaient morts dans le conflit de Gaza. Joanne a rétorqué « Vous êtes morts. Vous méritez d'être morts. N'osez pas me faire sentir mal à ce sujet. » Elle est allée plus loin, qualifiant les personnes tuées d'idiotes pour ne pas être parties lorsqu'elles avaient été averties. Elle a comparé cela à Hiroshima et a dit « Ils ont commencé. Maintenant, nous ne comptons pas qui est ce mort. » Le monde a été choqué. Les gens ont dit qu'elle avait déshumanisé les victimes. Joanne a ensuite essayé d'expliquer que ces mots avaient été sortis de leur contexte, mais le mal était fait. C'était l'un des moments qui a montré jusqu'où elle était prête à aller avec ces mots. Un autre affrontement a eu lieu avec Jennifer Lawrence. En 2013, Jennifer s'est prononcée contre l'émission de Jones Fashion Police, affirmant qu'elle apprenait aux gens à juger les autres pour de mauvaises raisons. Joanne ne l'a pas pris à la légère. Chunk. 13. Elle a riposté en disant que Jennifer devrait grandir et se calmer. Elle s'est moquée des affiches de films de Jennifer en disant « Elle n'a pas de nez, elle a 2 trous ». Joanne s'est même moquée de la chute de Jennifer aux Oscars, tweetant qu'elle avait trébuché sur sa propre arrogance.
Il ne s'agissait pas seulement de deux stars qui se disputaient, c'était un combat entre l'humour brutal du vieil Hollywood et une nouvelle idée de gentillesse et de positivité corporelle. Les opinions de Joanne sur le féminisme n'étaient pas non plus celles que les gens attendaient. Elle a brisé les barrières pour les femmes dans la comédie, mais elle ne voulait pas être appelée féministe. Sa fille, Melissa, a dit que Joanne aimait la chevalerie. Joanne voulait qu'on lui ouvre les portes. Sur scène, elle criait que les femmes n'avaient aucun contrôle, que le monde les maintenait à terre. Mais en dehors de la scène, elle démolissait souvent les autres femmes avec des blagues dures. Elle s'est battue pour la place des femmes dans la comédie, mais en même temps s'est moquée de leur apparence. Ce mélange de force et de cruauté a fait d'elle une héroïne pour certains et un problème pour d'autres. La vie de Joanne s'est terminée d'une manière que personne n'avait vu venir. Le 28 août 2014, elle s'est rendue dans une clinique de Manhattan pour une simple procédure à la gorge. Elle s'était censée entrer et sortir en quelques heures, mais les choses ont mal tourné. Ses cordes vocales se sont spasmées. Elle ne pouvait plus respirer. Un médecin qui n'était même pas censé pratiquer une intervention chirurgicale dans cette clinique a essayé de faire une biopsie sans autorisation. Le personnel ne lui a pas donné suffisamment d'oxygène. Ils lui ont donné du Propal, le même médicament qui a tué Michael Jackson. Ils ne l'ont pas réanimée à temps. Quelqu'un a même pris des photos d'elle pendant qu'elle était sous le choc. Joanne a été transférée dans un hôpital et placée sous assistance respiratoire, mais après 1 heure sans air, son cerveau était trop endommagé. Elle est décédée le 4 septembre 2014. Elle avait 81 ans. La tragédie a conduit à une poursuite et à un règlement, et elle a fait en sorte que tout le pays examine de plus près la sécurité de ces cliniques. Après toutes les années que Joanne a passées en tant qu'étrangère à Hollywood, sa mort a apporté quelque chose de différent. Les hommages ont afflué. Joanne Rivers était une tendance de premier plan. Chunk. 14. Ellen DeGeneres l'a qualifiée de pionnière. Bette Midler a dit qu'elle était l'une des plus courageuses. Kathy Griffin l'a qualifiée de légende et de mentor. Même Donald Trump et Louis C.K. ont parlé de son énergie et de son talent. Plus de 1500 personnes ont assisté à ses funérailles. Des airs de Broadway ont été joués, des cornemuses ont rempli l'air et le New York City Gay Men's Chorus a chanté. C'était bruyant, audacieux et plein de showbiz, comme Joanne l'aurait voulu. En fin de compte, le monde ne s'est pas seulement souvenu d'elle pour sa langue acérée ou ses chirurgies. Ils se sont souvenus d'elle comme quelqu'un qui, qu'on l'aime ou qu'on la déteste, avait changé la donne.